On poursuit avec la chronique d'Alice Cordier. Bonjour Alice. Bonjour Liselotte, comme on l'a appris hier, Charlie Kirk est décédé dans des circonstances terribles. Pour rappeler un tout petit peu, même si je pense que vous allez faire une édition spéciale à ce sujet, c'était un influenceur conseiller de Trump sur les questions notamment de jeunesse. Il avait ramené énormément de jeunes par le biais de son format extrêmement particulier où il allait dans les universités confronter les étudiants sur un tas de questions, notamment sur la question du gender. Charlie Kirk était un héros militant pour les personnes militantes. En tout cas, on a toute notre liste de héros qui nous inspirent. Parmi les miens, il y a évidemment Damien Rieu, Tommy Robinson, Eva Vollard. Il y avait évidemment Charlie Kirk. Nous avons un métier qui est parfois un métier de solitude et on regarde les plus grands qui nous donnent de l'espoir. Son corps était à peine chaud que déjà les vautours tournaient autour de lui. On a vu notamment sur des chaînes Samantha de Baderne et Sergueï Girnov justifier totalement ce crime, dont on connaît pour l'instant d'ailleurs très peu les circonstances, si ce n'est que c'est un assassinat. Qui sont ces gens? Ils sont donc pour l'assassinat d'opposants politiques. C'est ça donc qu'on apprend au KGB, puisqu'apparemment Sergueï Girnov mais il aurait été en tant qu'agent administratif et non pas comme véritablement agent du KGB. C'est un détail, mais c'est évidemment quelque chose d'important que nous voyons aujourd'hui, cette justification des violences sur des militants de droite, parce que c'est vrai, quand c'est la droite, c'est pas très grave. Quand c'est la droite, on peut le justifier. Ils attisent la haine. Et voilà. Et c'est comme ça que hier, nous nous sommes retrouvés en manifestation avec certaines de nos militantes mises à terre, projetées extrêmement violemment contre le trottoir. Anaïs, notamment, aurait pu ne pas se relever. Nous sommes intervenus à Place de la République pour la manifestation du 10 septembre. Nous avions simplement avec nous des t-shirts avec écrit sur chaque t-shirt un descriptif du coût de l'immigration, puisqu'il me semblait que cette manif tournait autour du budget et de la précarité notamment des Français. Nous étions là pour proposer des solutions, évidemment, sur la question migratoire. Visiblement, ça n'a pas plu. Nous n'avions même pas de service de sécurité cette fois, uniquement des t-shirts, et visiblement, c'était déjà de trop. Nos militantes ont été agressées de façon extrêmement violente par des femmes, notamment, ce qui est d'autant plus frappant pour nous. Nous nous y attendions, évidemment. Nous avons l'habitude d'avoir toujours un petit accueil extrêmement virulent, mais nous n'imaginions pas qu'un jour ça arriverait aussi loin. Force est de constater que quand nous n'avons pas de service de sécurité, voilà ce qui se passe, et on peut se demander ce qui arrivera le jour où Anaïs se fera reconnaître seule cette fois, sans policier dans le coin, dans le métro ou en bas de chez elle. Et malheureusement, c'est notre quotidien aujourd'hui. On n'est pas là pour faire les victimes non plus. Il y a évidemment énormément de choses très bonnes dans le militantisme. Il y a évidemment des choses qui sont importantes à noter et c'est l'une des plus belles aventures. Je pense que Charlie Kirk serait extrêmement fier de son parcours. Il le disait lui-même, ce qu'il voudrait qu'on retienne de lui, c'est qu'il a été courageux face à ses peurs. Je pense qu'il l'a été et qu'il doit rester évidemment une inspiration pour chacun d'entre nous. Merci Alice pour cette chronique et puis vous restez avec nous pour la suite de cette émission. Nous retrouvons Laurent Ozon. Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais donné? Même pas 5 €? Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux. Ligne droite, débattons-en. Nous sommes donc encore avec Alice Cordier, la porte-parole et directrice du collectif Némésis, avec Maëlys Clausel qui mène avec moi cet entretien. Et nous sommes rejoints par Laurent Ozon, qui est donc chef d'entreprise et que vous avez entendu hier, chers auditeurs. Il s'exprimait sur la journée du 10 septembre qui débutait à peine. Il nous en donnait son analyse. On va essayer d'en faire le bilan. Laurent Ozon, merci d'être avec nous. Est-ce que vous nous entendez bien ? Oui, je vous entends très bien. Bonjour à tous. Alors avant de parler du 10 septembre, évidemment, comme à tous nos intervenants ce matin, on vous demande votre avis sur l'assassinat de Charlie Kirk hier en direct alors qu'il donnait une conférence. Écoutez, je ne sais pas, je crois que c'est un militant de droite et conservateur américain. C'est ça, qui intervenait dans des universités auprès d'étudiants. Je ne connais pas le parcours de ce monsieur, ni ses écrits, ni ses travaux, ni rien en fait. Donc je me déclare totalement incompétent sur le sujet. Voilà. Donc je regrette évidemment toutes les formes de violence politique, y compris bien évidemment
celles qui touchent mes adversaires, mais aussi celles qui touchent les gens avec lesquels je partage des idées. On a là, je crois qu'on est confronté à un assassinat politique. Un assassinat politique, il faut en parler, parce que même si c'est pas chez nous, et même si c'est à l'étranger, c'est toujours quelque chose de signifiant. Je veux dire, ça ne nous touche pas forcément directement notre vie ici, mais c'est signifiant parce que ça nous dit quelque chose sur l'évolution du monde dans lequel nous nous trouvons. Je crois qu'il faut être attentif en fait, aux assassinats politiques, d'une façon générale. Et je crois que cet assassinat politique-là, le fait qu'on en parle beaucoup dans la droite, je dirais, militante radicale en France, dit aussi quelque chose sur les contagions de stress qui existent entre les États-Unis et la France sur un certain nombre de thématiques. Ah, qu'est-ce que vous appelez à contagion de stress, Laurent Ozon? C'est-à-dire la perception de la part d'un certain nombre de gens qu'il y a une sorte que les problèmes qui se posent là-bas se posent aussi de la même façon ici. Et donc, cette contagion de stress, c'est-à-dire, c'est le fait que, globalement, on pense, à tort ou à raison, je ne juge pas ça, parce qu'encore une fois, je ne le connaissais pas, on pense, à tort ou à raison, que ce qui se passe là-bas dit quelque chose sur ce qui se passe ici. Voilà. Alors, on a des contagions de stress plus ou moins facilitées. Il y a des gens qui ont des contagions de stress avec ce qui se passe en Palestine, d'autres avec ce qui se passe en Russie, d'autres avec ce qui se passe au Népal, d'autres avec ce qui se passe aux États-Unis. Mais chacun a sa... Vous voyez, chacun, en fait, là où il est, se laisse ou pas contaminer par ce qui se passe dans un autre pays, à mesure précisément qu'il pense que ce qui se passe dans ce pays-là est similaire, ou en tout cas comparable, ou dit quelque chose sur ce que nous vivons chez nous ici. Voilà. Alors, il y a en tout cas un point commun, je pense qu'on peut s'accorder là-dessus, c'est la réaction de la gauche, justement, concernant cet assassinat, puisque d'ailleurs, ce sont des réactions que nous avons pu lire et entendre ici aussi, en France, par des Français, donc avec toute une classe médiatique qui explique que finalement, ce n'était qu'un odieux républicain conservateur, et que donc, on peut comprendre quand même le sentiment qui se trouvait derrière le geste de cet homme. Là-dessus, il y a quand même, une fois de plus, qui se dessine une gauche avec un sentiment d'impunité qui n'a plus aucune limite. Oui, vous confirmez ce que je dis, en fait, c'est-à-dire que vous faites une analogie, effectivement, entre la gauche telle qu'elle se manifeste socialement, sociologiquement en France, et la façon dont elle se manifeste médiatiquement, on va dire aussi, et la façon dont elle se manifeste aux États-Unis. Vous établissez un parallèle entre, je dirais, le mode de fonctionnement de la gauche là-bas et le mode de fonctionnement de la gauche ici. Et donc, du coup, ça fonctionne dans votre approche, ça fonctionne en miroir d'une certaine façon, et ça vous semble... J'imagine que c'est le cas parce que c'est le cas des gens qui sont avec vous sur le plateau. Ça vous semble en fait refléter ou dire quelque chose sur notre situation ici. Moi, ça me paraît évident. Les assassinats politiques et la violence politique est une tradition large. Elle n'est pas qu'une tradition de gauche, mais on va dire à gauche du spectre politique, il y a une forme de violence politique qui est facilitée par une vision, je dirais. Par toute une tradition, on ne va pas rentrer dans le détail parce qu'on va faire de l'histoire des idées, ça serait long après, mais il y a effectivement, je dirais, dans la gauche française, mais pas que, je dirais une valorisation de la violence politique. Elle existe ailleurs, c'est pas une spécialité de la gauche, mais elle existe ailleurs. La différence aujourd'hui, c'est qu'elle est d'autant plus, je dirais, possible, cette violence politique-là, que vous avez préalablement déshumanisé les gens que vous voulez pouvoir... tuer d'une certaine façon, tuer leur image, tuer leurs mots avant de tuer leur personne. Le processus en fait de violence, il commence toujours par là. Il commence toujours par la déshumanisation. Il commence toujours par le fait de montrer, de démontrer, d'installer dans les têtes que l'autre, que celui que vous désignez comme votre adversaire, est en fait c'est quasiment mis hors humanité. Et cette déshumanisation, elle repose sur des accusations. C'est-à-dire, si vous voulez pouvoir tuer l'esprit tranquille, il faut pouvoir expliquer que l'autre est un terroriste, que l'autre est un fasciste, que l'autre est ce que vous voulez. Il faut commencer par la déshumanisation. Ce processus de violence-là, soyons clairs, il est très marqué à gauche, mais il est en train de se répandre dans l'ensemble de la société. Probablement par contagion, parce qu'aujourd'hui, on voit ce type de pratique chez les uns et chez les autres. N'oubliez pas que la première étape de la désignation de l'adversaire ou de la désignation de la menace,
c'est toujours systématiquement la victimisation. C'est-à-dire, on commence par prêter à l'autre, je dirais, ses propres turpitudes. On commence à l'accuser de vouloir vous tuer. C'est la radio de mille collines au Rwanda, hein, quand vous avez pendant des semaines et des semaines des gens qui, sur les ondes radio, je ne dis pas que c'est votre cas évidemment, hein, je ne fais pas de comparaison entre radio des mille collines et puis ligne droite évidemment. Mais quand vous avez en fait des radios qui expliquent en fait à la population pendant des semaines et des semaines que l'autre ethnie ou le groupe machin veut les tuer, veut les détruire, etc., etc. Alors qu'il y a effectivement une guerre, etc. Mais cette panique en fait qui s'empare de la société détermine en fait un champ de menace et justifie par avance des mesures de rétorsion, des mesures de violence en contrepartie. C'est-à-dire désigner l'autre en fait comme une menace, c'est déjà commencer à justifier le fait qu'on aille contre lui utiliser les armes de la violence et les armes de la destruction. Et c'est typiquement une pratique, alors c'est pas qu'une pratique de gauche, hein, mais c'est typiquement une pratique de gauche, puisque l'hypermoralisation, la désignation d'un adversaire de façon caricaturale, l'incapacité à dialoguer, l'incapacité à débattre et l'incapacité à, comme le montrait Alice Cordier sur votre plateau, c'est assez caractéristique. C'est-à-dire on n'est plus dans une phase où il y a échange et discussion. On est dans une polarisation où certains viennent pour montrer et démontrer que le dialogue n'est pas possible, puisque elles viennent et puis elles se font évidemment agresser, et les autres établissent en quelque sorte une sorte de ligne sanitaire, de périmètre sanitaire, un peu comme avec le Covid, si vous voulez, à l'intérieur duquel il ne faut plus rentrer sous peine de se voir excommunié et se voir mis hors banc, hors humanité, et contre les gens que l'on a mis hors humanité, qu'on a mis hors banc, qu'on a en quelque sorte mis dans cette catégorie des pestiférés, tous les coups sont permis par avance. Et donc, soyons attentifs à ce discours chez nos adversaires, parce qu'effectivement, il nous dit quelque chose sur la préparation d'une violence politique et la justification par avance d'une violence politique, mais soyons aussi attentifs à ce discours-là chez nous, entre guillemets, c'est-à-dire chez les gens. Pourquoi ? Non pas parce qu'il prépare en quelque sorte ou légitime par avance une violence politique en miroir, mais parce qu'il y a des gens qui sont assez intelligents, au-delà de ce que je suis en train de vous décrire, pour être capables d'utiliser tout ça pour créer aussi, pour légitimer un agenda politique beaucoup plus profond que ça, beaucoup plus lourd que ça. Il y a clairement une ambiance de guerre civile dans l'ensemble du monde occidental, aux États-Unis, qui est le cœur du monde occidental, qui est l'Occident en quelque sorte. Et cette contagion de climat de guerre civile s'étend évidemment chez nous pour les raisons qu'on connaît, parce que à cause de l'immigration massive, à cause de la polarisation, à cause de l'incapacité de proposer des solutions, d'apporter des solutions politiques à des angoisses ou à des stress de la population. Et quand la population ne croit plus à la solution politique, alors s'installe dans la tête une sorte de fatalisme et en même temps la potentialité d'une violence qui crée par avance, en quelque sorte, toutes les conditions pour une explosion de violence sociale. Voilà. Alice Cordier, vous avez vécu donc cette violence qu'on peut presque qualifier de violence politique lors de la manifestation qui avait lieu hier. Laurent Ozon parlait de la stratégie qui consiste à déshumaniser son adversaire. Vous l'avez dit, vous êtes un collectif féministe, vous vous êtes retrouvés face à des femmes qui utilisaient cette violence. Et donc, on imagine que dans leur tête, effectivement, vous n'êtes même plus des femmes parce que sinon, espérons-le, leur bon sens leur rappellerait que justement, ces femmes de gauche qui souvent revendiquent elles aussi un combat féministe ne s'en prendraient pas à d'autres femmes. Elles comprendraient qu'il y a quand même une dissonance beaucoup trop importante. Ah mais Laurent Ozon a très bien expliqué ce phénomène de déshumanisation que nous, on a pu expérimenter à nos dépens à plusieurs reprises. Je me souviens d'un échange qui m'avait semblé fou, parce que voilà, nous, en tout cas au sein de notre association, on n'est pas du tout dans cette logique-là. On est très éloigné de tout ça. Et en fait, je m'étais retrouvée dans le cadre d'une manifestation face à une jeune fille. On était entourés dans un bar, on avait été retranchés d'une certaine façon. On était entourés de militants d'extrême gauche antifascistes. Et le temps s'était un peu arrêté juste avant qu'ils nous chargent vraiment. Et je me souviens d'un échange avec une jeune fille. Et je lui dis, mais pourquoi vous faites ça en fait ? Enfin, on est dans une manifestation féministe. T'es une femme, je suis une femme. Je lutte contre les violences faites aux femmes et pourtant tu t'apprêtes à me frapper. Elle m'a dit, ouais, mais vous, c'est pas pareil. Vous êtes des fascistes.
Voilà. Et en fait, tout est dit. C'est exactement ce phénomène-là. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des femmes qui n'ont aucun scrupule à être violentes envers d'autres femmes, parfois même à des manifs contre les violences faites aux femmes? Parce que derrière, il y a tout un travail d'intellectuels qui ont déshumanisé. Et pourquoi tout à l'heure, je pointais du doigt les chroniqueurs de LCI qui justifiaient, alors même qu'on venait d'apprendre le décès de Charlie Kirk, c'est que leur première phrase, ça a été de dire « Ouais, mais quand on attise la haine, eh ben, ça mène à ça. » Eh ben, je suis désolée, ça commence avec des chroniqueurs de LCI qui pourtant ne sont pas des militants antifascistes nervis qu'on trouve en manifestation, mais ça commence avec cette justification de l'acte, alors que là, on parle d'assassinat visiblement d'opposants politiques. Enfin, quand même, je veux dire, c'est quelque chose de grave dont on pensait être assez éloigné. Eh bien, non, des personnes qui ont pignon sur rue dans de gros médias comme LCI peuvent dire ça de façon totalement légale. Et je ne sais pas s'il y aura après des répercussions sur leur carrière, je ne pense pas, en fait. Alors que si ça avait été l'inverse, on peut imaginer que là, par contre, il y aurait eu un lever de bouclier, machin. Et sur les réseaux sociaux, vous voyez exactement la même chose, des justifications. Mais à la mort de Jean-Marie Le Pen, souvenez-vous, ça avait été pareil. Ils étaient là à faire la fête, place de la République. Jamais à droite, vous ne verrez ce genre de choses, tout simplement parce qu'on n'a pas ce logiciel de la déshumanisation de l'ennemi. Jamais je ne me permettrai, mais enfin, je ne m'imaginerai en train de lever la main sur une femme qui ne pense pas comme moi. Enfin, je veux dire, c'est à peine croyable pour nous. Maëlys, vous étiez présente à la manifestation, justement. Vous avez suivi le collectif Némésis. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette violence que vous avez constatée? Ben oui, dès leur arrivée, effectivement, les militants extrême gauche les ont directement sauvagement repoussés. Ils se sont fait crier dessus, crier fascistes, etc. Enfin, les insultes qu'on entend régulièrement. Puis elle n'avait pas finalement, elle ne pouvait pas faire quelques pas de plus pour ne serait-ce que participer à la manifestation. Par ailleurs, elles avaient quand même des revendications économiques, puisque manifestement, les Français voulaient trouver de l'argent qui est entre guillemets à garder, donc pour mettre ailleurs finalement. Elle proposait de faire des économies. Manifestement, ça n'a pas plu à la population ambiante et donc elles se sont fait violemment repousser avec Anaïs qui n'a pas manqué de se faire assommer, enfin, qui était à deux doigts en tout cas de subir cela. Laurent Ozon, vous vouliez réagir après les propos d'Alice Cordier? Oui, bon, évidemment, je compatis beaucoup avec ce qui est arrivé à Alice Cordier, mais je crois que c'est pas la première fois, parce que je crois qu'Alice et son collectif se sont fait une spécialité d'aller, en quelque sorte, démontrer par leur seule présence que, évidemment, le dialogue n'est pas possible avec un certain nombre de gens, et précisément, elle fonctionne de façon immunitaire, c'est-à-dire qu'elle intervient dans ce corps social qui s'organise pendant ces manifs. Elle intervient comme une sorte de microbe tout d'un coup, en tout cas elle est perçue comme ça. Et donc on voit immédiatement se liguer les globules blancs qui s'organisent pour détruire le microbe. Et donc je crois que c'est un jeu. Ce jeu, bon, on est tous là, je dirais entre nous, je dirais en quelque sorte, on peut se dire les choses. Je crois que c'est une forme de provocation. Je pense que cette provocation est parfaitement légitime. Elle a un grand mérite, elle a une vertu pédagogique, elle a un grand mérite, c'est de démontrer effectivement l'incapacité en face de pouvoir dialoguer. Moi, j'ai fait la même expérience dans un débat avec Bégodeau il y a quelques semaines, quelques mois de ça, dans les conditions tout à fait similaires, avec l'incapacité en permanence à comprendre ce que vous dites et la nécessité de le reformuler pour le faire rentrer dans des cases prédéterminées, etc., etc. Bon, je suis globalement d'accord, on est raccord là-dessus, etc. J'attire votre attention quand même sur un point, c'est que la contamination de ce type de pratique n'est pas si éloignée que ça. J'entendais, je crois, Alice dire que c'était pas une pratique de droite, entre guillemets. Je ne sais pas, j'en suis moins sûr aujourd'hui, quand je vois, par exemple, la façon dont ont été caricaturés à droite, par exemple, les gens qui ont soutenu, ou en tout cas qui ont dénoncé les bombardements israéliens contre les populations palestiniennes à Gaza, et se sont fait traiter de soutien du Hamas, sous-entendu de soutien du terrorisme. Je crois qu'on est typiquement dans ce type d'argumentaire-là. C'est-à-dire à partir du moment où vous caricaturez l'autre, où vous le diabolisez a priori, vous êtes typiquement dans ce type d'attitude-là. C'est pas le but d'ouvrir un débat sur Gaza maintenant et les bombardements israéliens sur Gaza maintenant, mais ce que je veux dire, c'est que la contamination de la violence, elle se fait toujours. C'est-à-dire, comme disait l'autre,
quand tu regardes au fond de l'abîme regarde aussi en toi. Il y a une forme de contamination. Ça veut dire qu'il y a, par définition aussi, au-delà, je dirais, du rôle immunitaire et de provocation auquel joue notamment Alice avec son collectif, qui a une grande vertu pédagogique. Il y a aussi, il faut être assez attentif à ce mode de fonctionnement chez nous et ne pas aussi garder, je dirais, notre esprit ouvert, attentif. Ça ne veut pas dire qu'il faut penser comme l'autre, ni penser comme l'adversaire. Ça veut dire qu'il faut être aussi attentif à ce qui, chez nous empêche de penser les situations et nous empêche d'analyser les situations pour nous retrouver en quelque sorte cornérisés dans des attitudes ou dans des positions qui ne sont pas défendables sur le long terme. Voilà. Si on doit être contre la violence politique et assumer ce rôle-là, si on est contre la colonisation de peuplement et qu'on doit assumer ce rôle-là, si on est pour le droit des peuples à l'autodétermination et qu'on veut assumer ce rôle-là, ne nous laissons pas cornériser par des gens qui veulent, dans un sens ou dans un autre, caricaturer nos positions, ou en tout cas nous amener à tenir des positions qui sont moralement totalement évidemment indéfendables et politiquement constituent des cul-de-sac, voire je dirais même plus, pour reprendre une métaphore militaire, des sacs à feu. Alors justement, on a fait pas mal d'entretiens à ce propos, chers auditeurs, que vous pourrez retrouver. Et effectivement, on a tenté d'avoir une diversité d'opinions assez soigné, ce que peu de médias ont fait d'ailleurs sur ce conflit israélo-palestinien. Je me permets de recentrer un petit peu Laurent Ozon puisque le temps avance. J'aimerais bien qu'on parle du deux poids deux mesures de la justice, puisqu'en l'occurrence hier pendant la manifestation, on pouvait voir par exemple des têtes fichées sur des pics, des slogans extrêmement violents qui appelaient à cette violence. Et une fois de plus, on imagine mal la justice française laisser passer ce genre d'écart si jamais ça avait été de la part de la droite. Oui, parce que quand on est dans ces phases-là, c'est l'ensemble du corps social. La justice française n'a pas vraiment besoin de ce petit renfort pour être déjà très largement idéologisée et politisée. On le sait tous, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais quand vous avez une contamination de la violence et je dirais de la polarisation agressive, vous vous retrouvez typiquement avec le fait que plus aucun système ne fonctionne normalement. Tout est regardé et lu au travers de cette opposition idéologico-politique. Quand vous luttez contre le fascisme, quand vous prétendez lutter contre le fascisme ou contre le terrorisme ou contre quelque chose, un grand vilain méchant comme ça, vous vous mettez d'emblée dans la situation d'outrepasser absolument toute règle, toute déontologie, toute morale et toute valeur en quelque sorte. Et donc là, on est dans le nihilisme pur, c'est-à-dire qu'on est dans la violence pure. Et alors cette violence pure, certains diront oui, mais c'est c'est les périodes révolutionnaires qui sont comme ça. La violence s'installe, on n'y peut rien, il faut assumer la violence, il faut faire face à la violence, etc. Ok. Ce que je dis simplement, c'est que ces phases-là ont un gros défaut pour ceux qui les enserrent, c'est qu'elles leur permettent par définition de justifier tout, y compris de faire preuve d'une absence totale de déontologie quand on est journaliste, ou d'avoir des jugements purement, politiques quand on est juge. On connaît ce processus-là. Mais elles ont un autre gros défaut, c'est qu'elles empêchent de penser. Elles empêchent de penser froidement. Et dans les situations de crise, il faut garder toujours, quelle que soit la colère qui s'empare de nous, c'est un message que je lance pour l'avenir, quelle que soit la colère qui s'empare de nous et la nécessité d'affronter la violence politique, il faut être capable de garder un jugement froid sur la situation. Voilà. Rapidement, Alice Cordier, il nous reste quelques minutes sur ce deux poids deux mesures dans la justice. J'imagine que vous, avec le collectif Némésis, c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté. Ah oui, en fait, ce qui est assez frustrant, c'est qu'il y a énormément d'individus qui sont quand même connus des services de police pour leur participation régulière, pour des actions violentes régulières au sein de ce genre de manifestations, et que derrière, en fait, il n'y a rien. Mais c'est un peu comme ce qui s'était passé avec les soulèvements de la Terre, où on a eu de multitudes d'images de violence de leur part, et quand il y a un acte de dissolution et qu'il y a une sorte de sursaut de courage d'un gouvernement qui n'en a pas toujours, et en fait, c'est le Conseil d'État qui strike ça en expliquant qu'il y a une urgence qui justifie l'existence donc d'un mouvement comme les soulèvements de la Terre. Donc en fait, derrière, il y a aussi une lassitude qui peut s'emparer des militants quand ils voient ça, mais c'est vrai que
derrière, je pense qu'il ne faut pas tomber non plus dans ce jeu-là parce que pour autant, on peut le dénoncer, pour autant, on le voit de plus en plus, pour autant, on le filme de mieux en mieux. Enfin, je veux dire, il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites maintenant. Mais c'est vrai que pour avoir beaucoup discuté avec des policiers à ce niveau-là, ils disent en fait, on les arrête. Et la juge les relâche tout de suite. Mais c'est sur la même question des personnes sous OQTF. Enfin, je veux dire, c'est un cercle là-dessus. En fait, tant qu'on aura une justice de gauche idéologique et gangrénée, on ne pourra pas changer là-dessus. En fait, moi, j'ai même pas tant qu'il y ait des opposants violents. Il y en a toujours eu, comme le dit Laurent Ozon, là encore, c'est une tradition au sein de la gauche. Il y a eu Action Directe dans les années 80, c'est totalement théorisé. C'est une pratique traditionnelle de la gauche d'être violente. Hein. Ça, c'est pas nouveau. Qu'on ait une justice qui soit incapable aujourd'hui, qui collabore totalement avec cette violence-là, qui ferme les yeux, voire même qui la justifie, c'est là où c'est vraiment compliqué. Et tant qu'on aura un système judiciaire qui ne bouge pas, on aura ce genre de choses. Qu'il y ait des manifs violentes en France, il y en a toujours eu. C'est pas tant ça le problème, en fait, en vérité. Moi, mon vrai problème, c'est qu'au niveau de la justice, elles ne suivent pas, en fait. Question beaucoup plus politique. On a souvent des analystes qui nous expliquent que le gouvernement en place a tout intérêt à laisser cette violence se développer précisément pour pouvoir garder le contrôle. Vous en pensez quoi? Moi c'est une vraie question que je me suis posée hier parce que honnêtement, en tout cas, le gouvernement avait totalement raison, si c'était son choix en tout cas, de laisser faire ce qui s'est passé hier. Pas forcément sur nous, mais sur les incendies qu'on a vus se propager, sur les voitures brûlées, sur les faits de violence sur les policiers. On peut se demander si les policiers ne sont pas un petit peu jetés en pâture pour justement justifier, regarder cette manifestation qui était contre le gouvernement et ultra-violente, donc ce sont des ultra-violents, donc on décrédibilise la cause sociale qui pourtant était juste derrière. On peut se demander, honnêtement, moi hier je me suis vraiment posé la question. Je vois Laurent Ozon approuver. Bon, on a encore 10 secondes si vous voulez faire le mot de la fin, Laurent Ozon, mais pas plus. D'accord, oui, non, mais Alice a bien relevé ça, effectivement. Il est clair que c'est une volonté, je dirais, de diaboliser par avance le mouvement social. Et la meilleure stratégie qu'a le pouvoir pour diaboliser une colère sociale légitime, c'est de la mettre entre les mains, de la confier en quelque sorte, de la déposer entre les mains de personnes illégitimes et violentes. C'est la meilleure façon de délégitimer un mouvement social par avance. Merci pour ce mot de la fin, concis comme je l'espérais, Laurent Ozon. Merci d'avoir analysé donc, cette journée du 10 septembre avec nous. Donc, vous pouvez retrouver, chers auditeurs, l'entretien que nous avions mené hier avec Laurent Ozon. Merci à vous, Alice Cordier, d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour le combat que vous menez avec vos militantes. Vous avez, comme le disait Laurent Ozon, ce rôle pédagogique. Donc, on vous souhaite bon courage pour la suite. Merci pour ça et on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Merci à vous.